Une tasse à thé d'une valeur inestimable a disparu. Pas d'empreinte digitale. Pas de témoin. Un seul indice est Miss Marple. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Gabriel. Développons ce cercle de détectives. Commentez d'où vous regardez dans le monde. Vos messages donnent vie à cette histoire. Je les lis tous. Comankins. Les pelouses de Gossington Hall, taillées avec une précision irréprochable par les ciseaux du jardinier, scintillaient sous la douce lumière du soleil de mai, et une brise juste assez vive pour faire flotter des banderoles emportait le parfum des lilas à travers les haies. L'épouse du pasteur, dans sa déclaration annuelle de leadership social, avait organisé la fête avec une précision militaire. 3 sortes de génoises, 2 urnes de thé trop infusées et un quatuor de cuivre de Saint-Chad. C'était le genre d'après-midi de village agréable et oubliable que seul Saint-Marie Mead pouvait offrir et pourtant, cet oubli allait devenir le sujet de conversations chuchotées pendant les semaines à venir. Miss Jane Marple, son châle délicatement drapé sur ses épaules malgré le soleil, était assise en marge de l'assemblée, sous une ombrelle dont la frange chatouillait le sommet de son chapeau. Elle observait, tricotant tranquillement, même si personne ne semblait jamais savoir précisément ce qu'elle tricotait. Ses yeux, brillants comme ceux d'un oiseau, passaient d'une conversation à l'autre avec un intérêt poli, écoutant plus qu'elle ne parlait. Le colonel Arthur Bantry, l'autre retraité et légèrement sourd de la fête, effectuait son 3e tour parmi les tables de gâteaux lorsque les ennuis éclatèrent. Ce ne fut pas un cri des cris étant un peu théâtraux pour ça. Mary Mead, mais une véritable agitation. Madame Elsie Greening, une quinquagénaire nerveuse avec un penchant malheureux pour les accessoires, laissa échapper un cri étranglé et laissa tomber son assiette de batambert sur les bottes du colonel. « Bon Dieu, femme !» murmura-t-il en regardant les miettes sur son cuir ciré. « Que est-ce qu'il y a encore ?» Le doigt de Madame Greening tremblait, pointant vers le chapiteau où les rafraîchissements étaient disposés. Là, affalée au pied de la table à tréteaux, se tenait une silhouette en vert émeraude. Pas n'importe quel vert émeraude, mais le satin vif et distinctif de la plus belle robe de Madame Laetitia Blackwell pour le thé de l'après-midi. Elle ne bouge pas, murmura quelqu'un. Un jeune agent de police, fraîchement arrivé au village et bien trop pressé de faire bonne impression, se précipita, écartant le rideau de dentelle à l'entrée du chapiteau. Vowel Ezra Color. Restez calms. La foule, bien sûr, n'en fit rien. Les voix s'élevèrent, chacune tentant de surpasser l'autre dans un décorum choqué. Effondrée, pauvre chérie. Une crise cardiaque, tu crois? Elle allait parfaitement bien il y a 10 minutes, je lui ai donné un scone. Miss Marple, sans se lever, reporta son attention sur le chapiteau. De là où elle se trouvait, elle pouvait à peine apercevoir un pied chaussé d'un talon de satin vert pâle et le bord d'une main. La main était repliée de façon anormale sous le flanc de la femme. Cela, plus que tout, révélait à Miss Marple ce que les autres n'avaient pas encore vu. Laetitia Blackwell ne s'était pas évanouie. Elle était tombée. Le gendarme est apparu quelques instants plus tard, son jeune visage inhabituellement pâle. J'ai peur que Madame Blackwell soit morte, dit-il. Un silence s'abattit sur le jardin comme si les lilas eux-mêmes avaient cessé de parfumer l'air. De l'autre côté de la pelouse, le révérend Hampstead s'éclaircit la gorge. Peut-être que quelqu'un devrait aller chercher le docteur Renfrew. Miss Marple, tricotant toujours, murmura doucement dans le silence. Oui. Et peut-être aussi que quelqu'un devrait aller chercher l'inspecteur. Mais j'ose dire qu'il ne sera pas ravi de manquer son rôti du dimanche. Personne ne lui prêtait vraiment attention pour l'instant. Mais tandis que la foule recommençait à s'agiter, pleine de théories, d'alibis et d'émerveillement, Jane Marple reprit son tricot, les doigts fermes malgré le tremblement de l'air. Quelque chose clochait. Très mal. Et ce n'était pas simplement que Laetitia Blackwell, veuve depuis longtemps et discrètement riche, avait expiré au milieu de l'éponge de Victoria. La tasse à thé émeraude posée sur la table à côté du corps une délicate porcelaine, étrangement déplacée parmi la vaisselle du village scintillait faiblement sous la lumière tamisée du soleil. Et Miss Marple, qui ne buvait jamais dans quoi que ce soit sans l'avoir inspecté au préalable, avait déjà remarqué que personne au village ne l'avait jamais vue auparavant. Saint-Marie Mead n'était pas un village enclin au chaos. Même les tragédies semblaient y survenir discrètement. Un vieil homme décédant silencieusement dans son fauteuil, un chat disparu et retrouvé 2 jardins plus loin, un malentendu à l'Institut des femmes concernant les attributions de rhubarbe.
Mais la mort soudaine de Letitia Blackwell, au beau milieu d'une garde en partie ensoleillée et juste sous des banderoles aux couleurs patriotiques, a ébranlé la société plus profondément que tout autre événement récent. Lorsque le docteur Renfrew arriva essoufflé et déjà agacé d'avoir laissé son filet de porc en cours de découpe, l'agent Evans avait réussi à boucler le chapiteau avec 2 nappes empruntées et un avertissement sévère aux curieux. La femme du pasteur, bouleversée qu'une telle horreur se soit produite sous sa surveillance, s'accrocha à son bloc-notes comme à une bouée de sauvetage et commença à cocher les noms sur les listes avec une férocité inutile. Miss Marple s'était installée sur un banc sous le tilleul. Elle y était assise tranquillement, tricotant de nouveau. Mais ceux qui la connaissaient bien et rares étaient ceux qui la connaissaient vraiment avaient peut-être remarqué le léger pli pensif entre ses sourcils. L'examen du médecin fut bref. Il émergea dans le groupe de villageois, l'air à la fois grave et perplexe. « Il n'y a pas de cause évidente, a-t-il dit. Aucun signe d'AVC ou de crise cardiaque. Aucune chute ne pourrait l'expliquer. Je vais devoir le déclarer suspect. Je crains que le coroner ne demande une autopsie. » « Suspect ?» répéta faiblement Madame Greening, serrant un mouchoir en dentelle comme pour éloigner le mal. Mais docteur Renfrew, elle prenait simplement son thé. En effet, dit doucement Miss Marple depuis son banc. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas bu plus d'une gorgée. Plusieurs têtes se tournèrent. Le colonel Bantry cligna des yeux. Que est-ce que c'est, Miss Marple? La tasse à thé. Cette belle émeraude inhabituelle pour une réunion comme celle-ci. Elle avait été placée avec soin, mais elle a à peine touché le thé qu'elle contenait. Plutôt étrange, me suis-je dit, car Laetitia était toujours si exigeante avec son thé. Vous avez remarqué cela? Demanda le gendarme, l'air déconcerté. Oh oui, répondit aimablement Miss Marple. Même si je dirais que la plupart ne l'auraient pas fait. C'était une si belle pièce de porcelaine, elle était vraiment remarquable. Eh bien, du poison. Alors, murmura le docteur Renfrew, à moitié pour lui-même. Mais de quelle sorte? Je ne saurais encore le dire. Le mot poison fit des vagues dans la foule. Madame Greening halta de nouveau. Le révérend Hampstead fit le signe de la croix, mais sans grande conviction. La femme du pasteur laissa tomber son bloc-notes. Alors que le chapiteau était vidé et le corps emporté respectueusement, les invités si tant est qu'on puisse encore les appeler ainsi furent discrètement congédiés. La fête était terminée, et personne n'avait envie d'un filet de citron ou d'une génoise Victoria laissés intacts. C'était le genre de journée dont on se souviendrait à voix basse pendant des années. De retour au Blue Boar, le seul vrai pub du village, un groupe de locaux s'est rassemblé en 1 heure, leurs tasses pleines de bière forte et leur tête encore plus pleine de théories. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari en Inde, murmura le vieux M. Tompkin, l'employé de chemin de fer à la retraite, en sirotant une bière. Elle m'a toujours semblé une femme accablée par le chagrin. Peut-être que son coeura la che, la pauvre. Oh non, rétorqua Mavis Wheeler, qui avait autrefois travaillé comme femme de chambre chez Madame Blackwell et prétendait en être bien informée. Elle était d'une générosité incroyable. Elle allait à la poste à pied tous les matins et revenait. On ne s'empoisonne pas avec un sac à main brodé au poignet et un sourire aux lèvres. Non, quelqu'un a mis quelque chose dans cette tasse. Mais qui? Demanda George Penaligon en se penchant par-dessus la table. Et pourquoi? Telle était, semblait-il, la question. Miss Marple, cependant, n'était pas au pub. Elle avait pris le long chemin du retour, par Church Lane, où les rosiers sauvages fleurissaient sur les murs de pierre délabrés et où les rouges-gorges s'élançaient entre les haies. Son pas était régulier, mais son esprit vif. Letitia Blackwell n'avait pas été universellement appréciée au village. Elle avait été respectée, certes, admirée même, avec cette solennité dont jouissaient souvent les veuves aux revenus importants et aux opinions bien arrêtées. Mais l'affection était autre chose. Letitia avait des opinions sur la mode, la morale, les sermons du vicaire. Elle avait une gouvernante, mais pas de compagne, avait décliné plus d'une invitation au bridge et avait même écrit une lettre cinglante au conseil paroissial au sujet de la couleur des banderoles utilisées lors du jubilé. Pour beaucoup, elle était une figure d'une élégante sévérité. Et puis il y avait l'affaire de son défunt mari. Le major Blackwell était mort mystérieusement à l'étranger plus de 10 ans plus tôt en accident, lors d'une expédition en Assam, à ce qu'on disait. Mais personne n'avait jamais vraiment compris ce qu'il avait fait là-bas. Chez elle, Letitia vivait simplement, mais avec des touches de luxe exotique.
une statue de tigre sculptée sur sa cheminée, des épices importées d'un importateur de Londres, une paire de pantoufles en velours qu'elle prétendait provenir de Jaipur. Aucune famille ne lui avait jamais rendu visite, même si des rumeurs circulaient sur une nièce quelque part dans le nord et un cousin venu prendre le thé un jour et n'étant jamais revenu. Miss Marple arriva à son cottage juste au moment où le soleil commençait à disparaître sous la cime des arbres. Elle entra dans son salon, rempli de chintz et de napperons, et bercée par le parfum réconfortant du cirage à la lavande. Elle déposa soigneusement son tricot sur la table et resta un long moment près de la fenêtre, observant les derniers villageois filer vers leur maison. Un meurtre avait eu lieu, elle en était certaine. Et non pas un meurtre impulsivement ou par emportement, mais un meurtre planifié. La tasse à thé émeraude, si délicatement déplacée, était trop voyante pour être une coïncidence. Plus tard dans la soirée, le téléphone sonna. C'était l'inspecteur Craddock, de la police du comté, la voix chaleureuse mais exaspérée. « Mademoiselle Marple, dit-il, j'ai entendu dire que vous étiez sur les lieux cet après-midi. J'imagine que vous avez déjà des soupçons? Je dirais plutôt des observations que des soupçons. Inspecteur, répondit-elle doucement. Il faut dire que j'ai eu de la chance d'être assise près de la table des rafraîchissements. Il soupira. Je viendrai demain matin pour recueillir les dépositions officielles. En attendant, évitez les ennuis. Oh, je ne rêverais d'autre chose, dit-elle doucement. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Après tout, le poison est une arme tellement personnelle. Il en dit long, vous savez. Elle raccrocha doucement le combiné, se remit à tricoter et reprit sa couture régulière. Dehors, les allumeurs de réverbères avaient commencé leur ronde. Le village, malgré sa retenue polie, retenait son souffle. Et dans les recoins silencieux des salons et des cuisines, les tasses de thé étaient observées avec une suspicion nouvelle. Le matin se leva vif et lumineux à Saint-Marie-Mide, comme si le temps ignorait ou du moins n'avait aucune compassion le nuage noir qui planait désormais au-dessus du village. Les oiseaux chantaient, les bouteilles de lait tintaient doucement contre les marches des portes, et le bourdonnement des bouilloires remplissait à nouveau les salons. Mais l'air était tendu, un silence chargé, comme si chaque feuille, chaque volet attendait. L'inspecteur Dermot Craddock arriva dans un nuage de gravier devant le commissariat du village, peu après 9 heures. Grand, débraillé, l'air résigné d'un homme habitué depuis longtemps à être sous-estimé par les villageois et surestimé par les bureaucrates, il ajusta sa cravate d'une main et entra dans le commissariat, l'autre enroulé autour d'une sacoche en cuir. L'agent Evans, qui avait passé la majeure partie de la nuit précédente à se demander s'il avait manqué quelque chose d'important sur la scène de crime, se redressa brusquement. Il offrit du thé à Craddock, que celui-ci refusa, et l'informa du peu de choses qui s'étaient passées pendant la nuit. Aucun signe d'effraction chez Madame Blackwell, rapporta Evans. La gouvernante dit qu'elle a fermé à clé comme d'habitude. Rien ne manque. Le salon est intact. Elle gardait ses bijoux dans une armoire verrouillée, toujours là. Le portail du jardin est verrouillé. Personne n'a été vu par les voisins. Craddock hocha la tête. Et la tasse de thé? Je l'ai envoyée au labo dès le matin. Je l'ai scellée moi-même, monsieur. Bon travail. Craddock marqua une pause. Et Miss Marple? Evans hésita. Elle était là, assise près du chapiteau. Elle a observé pas mal de choses, apparemment. Elle avait déjà mentionné la tasse de thé avant même que le médecin ne parle de poison. Craddock se frotta légèrement les tempes. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il avait déjà eu affaire à Miss Marple. À plusieurs reprises, elle lui avait offert ce qu'elle appelait quelques réflexions discrètes qui avaient démantelé toute sa théorie de travail. Et même s'il ne l'avouerait jamais à ses supérieurs, il avait fini par apprécier ses idées, non pas parce qu'elle résolvait des crimes comme un policier, mais parce qu'elle observait les gens comme un jardinier observe la décrépitude. Lentement, minutieusement, sans chichi. Plus tard dans la matinée, Craddock se rendit au cottage de Miss Marple, couvert de roses, sur Old Pasture Lane. Elle l'accueillit à la porte avec un sourire affectueux et un plateau déjà préparé avec du thé et du gâteau aux graines. « J'ai pris la liberté de préparer les choses, » dit-elle en l'invitant dans le salon. « On dirait que tu n'as pas pris un vrai petit déjeuner. »« J'ai connu pire accueil, » admit Craddock en s'installant dans le fauteuil fleuri qu'elle lui indiquait. « Alors, Miss Marple, tight slamoy. » Elle lui versa son thé, dosé avec précision, et lui tendit une assiette. « Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire. Seulement que Madame Blackwell est arrivée assez tôt pour la fête plus tôt que la plupart, je crois. Elle semblait de bonne humeur,
ce qui m'a frappé, car elle n'était pas une femme naturellement joyeuse. Oh, elle souriait, mais seulement avec la bouche. Son regard était plus attentif qu'accueillant. Craddock sirota son thé. « Tu as remarqué la tasse à thé émeraude? Oh oui, c'est vraiment bizarre. Je ne l'avais jamais vue parmi la porcelaine de la femme du pasteur. Et il ressortait si bien le verre était éclatant. Madame Blackwell le reçut d'une des jeunes serveuses. Une fille du cercle de couture, je crois. Mais Laetitia but à peine. Elle but une gorgée, peut-être deux, puis resta assise, immobile. Elle s'évanouit au bout de 3 minutes. Elle n'était pas seule. Elle parlait avec 2 personnes la dernière fois que j'ai vu ça, le colonel Bantry et M. Gilles Weatherby. Le fils du notaire, récemment rentré de Londres. Une certaine déception, je suppose. Craddock haussa un sourcil. Weatherby? Je ne savais pas qu'il était de retour. Oui, il est arrivé la semaine dernière. La rumeur dit qu'il est venu pour une cure de repos, mais je pense que c'est plutôt lié à des problèmes dans son entreprise. Vous savez comme les garçons sont parfois ambitieux. Ils grimpent aux échelles avant même de savoir si elles sont appuyées contre le bon mur. Craddock nota les noms dans son carnet. Et le colonel? Il avait l'air de s'ennuyer. Je doute qu'il ait été attentif. Ces derniers temps, il s'intéresse plus aux pétunias qu'aux gens. Je parlerai aux deux, dit Craddock. Et leur motivation, qu'en pensez-vous? Miss Marple baissa les yeux modestement. Eh bien, je détesterais spéculer. Mais tu vas le faire. Ses lèvres tressaillirent. Laetitia n'était pas sans ennemis. Des ennemis discrets, bien sûr. Elle avait le don de rappeler aux gens leurs propres défauts. Un mot dur par-ci, un affront par-là. Et elle ne pardonnait jamais une dette, qu'elle soit affective ou financière. Craddock se pencha légèrement en avant. Elle tenait des registres. Oh oui, des registres, des carnets. Très précis. Je ne serais pas surpris qu'elle ait une liste de griefs soigneusement archivée quelque part. À midi, Craddock avait dressé une liste provisoire de personnes à interroger. Outre le colonel Bantry et Gilles Weatherby, il y avait Madame Greening, celle qui avait crié et laissé tomber son Batambert, et bien sûr, Madame Edith Broom, la gouvernante de Laetitia Blackwell. Femme discrète, rarement vue au village, elle était au service de Laetitia depuis plus de 20 ans. De retour à Gossington Hall, Craddock trouva le colonel Bantry dans la serre, inspectant un plateau de plants de delphinium. Il salua l'inspecteur d'un grognement et d'une poignée de mains teintées de tourbe. « Je suppose que vous êtes ici à cause de cette foutue fête, dit-il. Je suis ici au sujet de Madame Blackwell, monsieur. » Le colonel soupira. « Trop terrible. Je suis tombé juste à côté des oignons marinés. Que t'a-t-elle dit avant de s'effondrer? Rien d'intéressant. Elle a dit qu'elle attendait une lettre qui n'était pas arrivée. Elle avait l'air vexée. Mais c'était Laetitia. Toujours en attente de quelque chose, et toujours déçue. Étage M. Weatherby? Il était dans les parages, comme d'habitude. Il semblait vouloir lui parler en privé, mais elle l'a repoussé. Elle ne lui a pas proposé de siège, si ça vous dit quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Craddock rendit ensuite visite à Gilles Weatherby dans le modeste cottage qu'il empruntait à un ancien camarade d'école. Le jeune homme, pimpant, rasé de près, mais légèrement harassé, ouvrit la porte avec un sourire nerveux. « Inspecteur. »« Oui, bien sûr. Veuillez entrer. » L'intérieur était bien rangé mais impersonnel, comme s'il n'avait pas vraiment déballé. Craddock ne perdit pas de temps. « Vous avez parlé avec Madame Blackwell à la fête. » J'ai essayé. Elle n'était pas particulièrement réceptive. Pourquoi l'approcher? Gilles hésita, puis haussa les épaules. Un lien familial, en quelque sorte. Distant. Je me souvenais lui avoir rendu visite enfant, grande, vive, un peu effrayante. J'espérais la revoir, peut-être. Enfin, inutile de le cacher. J'allais demander un petit prêt. Juste de quoi tenir le coup. Ça ne va pas bien à Londres. Est-ce qu'elle t'a refusé? Plus ou moins. Elle ne m'a même pas laissé poser la question. Elle a dit qu'elle ne croyait pas aux secondes chances. Cela ressemblait à Laetitia Blackwell. Craddock l'observa encore un instant. Où es-tu allé après lui avoir parlé? Au bol de punch. J'avais besoin d'un verre. Avez-vous remarqué la tasse de thé? Gilles cligna des yeux. Une tasse de thé? Celle dans laquelle elle a bu. Distinctive. En porcelaine vert émeraude. Non. Désolé. Je ne regardais pas. Craddock quitta le cottage avec plus de questions que de réponses. Gilles semblait ébranlé, mais cela ne signifiait pas grand-chose. La culpabilité, après tout, portait de nombreux masques. Le soir,
Une légère bruine commença à tomber, mouchetant les fenêtres du cottage de Miss Marple. Elle était assise près du feu, son tricot intact pour une fois, et lisait un vieux journal de jardinage. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle avait vu l'expression de Giles Weatherby lorsque Laetitia l'avait repoussé. Pas seulement de la déception, mais quelque chose de plus profond. Du désespoir, peut-être, ou de la colère. Et elle avait remarqué autre chose, quelque chose que la police passerait probablement inaperçu. Laetitia portait des gants à son arrivée à la fête, de doux gants en chevreau ivoire, ornés de minuscules boutons de nacre. Mais lorsque l'agent la couvrit, ses gants disparurent. Miss Marple fronça doucement les sourcils. Les gens ne retiraient jamais leurs gants à moins d'avoir l'intention d'écrire, de manger ou de gifler quelqu'un avec. Et Laetitia Blackwell, elle le savait, avait autrefois plutôt aimé faire des déclarations de manière subtile et théâtrale. Le mystère, tel un bouton de fleurs avant la floraison, commençait à montrer les bords de ses pétales. Demain, elle en dirait davantage. Elle en était certaine. Le lendemain matin de la tournée d'interrogatoire de l'inspecteur, une brume épaisse s'accrochait au village de Saint-Marie-Mide comme le souffle d'un on-dit. Elle enveloppait les haies, planait au-dessus des champs et brouillait les contours des cheminées et la cime des arbres, rendant les sentiers familiers légèrement décalés. C'était le genre de matinée où l'on avait l'impression d'entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre ou pire, dans son cauchemar. Au commissariat, l'inspecteur Craddock examina le rapport toxicologique préliminaire du laboratoire. Le contenu de la tasse à thé émeraude, désormais tristement célèbre dans tout le village, révélait des traces d'aconitine, un alcaloïde hautement toxique dérivé de l'aconite, aussi appelé aconite tulu. C'était un poison difficile à acquérir, mais dans les zones rurales où les jardins abondaient et où les connaissances en herbes se transmettaient plus souvent que les recettes traditionnelles, il n'était pas impossible d'en trouver. Il se rassit dans son fauteuil, les sourcils froncés. L'aconitine était un médicament à action rapide, douloureux et spécifique. Pas le genre de médicament sur lequel on tombe par hasard. Cela signifiait intention, préparation, meurtre. Devant la gare, les conversations avaient commencé à s'intensifier. Même le laitier ne pouvait effectuer une livraison sans qu'on lui demande ce qu'il savait, ou croyait savoir, sur la disparition soudaine de Laetitia Blackwell. À la boulangerie, au moins 3 clients différents dénoncèrent avec assurance 3 suspects avant même la fin du petit déjeuner. Dans la cuisine bien rangée de Miss Marple, la bouilloire commençait à siffler. Elle versa l'eau sur une nouvelle cuillerée d'assam, puis s'assit à table avec un carnet qu'elle tenait depuis un certain temps. Ses observations sur le comportement, modestement étiquetées de son écriture fine et soignée. Les notes étaient rares, plus des rappels que des conclusions. Madame Greening avait tremblé avant que le corps ne soit visible. Giles Weatherby portait des chaussures neuves, cirées mais mal ajustées. Le colonel Bantry avait parlé du meurtre comme de cette maudite fête, et non de pauvre Laetitia. Et les gants de Laetitia, toujours manquants. Miss Marple a découvert que si l'on voulait découvrir la vérité sur une affaire, les plus petites fissures dans le caractère contenaient souvent plus de lumière que les témoignages les plus dramatiques. L'inspecteur Craddock frappa à sa porte en milieu de matinée. Elle l'accueillit avec son sourire habituel et le fit entrer dans le salon. « Nous avons confirmé la présence de poison, » dit-il en acceptant la tasse de thé qu'elle lui tendait. « De l'aconitine. Action rapide. Très efficace. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Ah, l'aconite. Très beau, à sa manière. Ma nièce en avait une touffe qui poussait à l'état sauvage dans sa bordure arrière. Je me souviens l'avoir mise en garde. Il peut tuer un homme avec moins d'une cuillère à café. Je suppose que n'importe qui ayant accès à un jardin pourrait mettre la main dessus. Oh oui, mais savoir le préparer correctement, c'est une autre histoire. » Craddock tapota son carnet. Ce qui nous amène à la question. Qui avait la connaissance, la motivation et l'opportunité? Tout à fait, dit Miss Marple en joignant les mains avec élégance. Et je pense que, dans ce cas précis, l'occasion s'est présentée. Cette tasse de thé ne faisait pas partie du service habituel du vicaire. Quelqu'un s'est donné la peine de l'apporter. Craddock plissa les yeux. « Tu crois que la tasse était destinée spécifiquement à Madame Blackwell? » « Je crois que oui. C'était trop évident, trop personnel. Et Laetitia était le genre de femme qui n'accepterait jamais une coupe inconnue à moins qu'elle ne lui soit présentée avec un air d'autorité. » Craddock se pencha en arrière. Ce qui signifie que la personne qui le lui a donné devait être digne de confiance. Du moins, ne pas être remise en question. Je me demande,
murmura Miss Marple, si on ne le lui avait pas donné, mais qu'on l'avait laissé choisir, sachant pertinemment qu'elle prendrait le plus beau. C'était plutôt sa façon de faire. L'inspecteur serra las dents. Il faut réinterroger tous ceux qui ont servi le thé. Je parlerai à la femme du pasteur. Tandis que Craddock s'éloignait, Miss Marple enfila son châle et se dirigea vers l'est du village. Elle avait son propre rendez-vous, un rendez-vous qui n'était inscrit sur aucun calendrier officiel. La modeste maison en briques de Madame Edith Brown se dressait tranquillement sous un sureau, avec ses rideaux de dentelle impeccables et son portail qui grinçait seulement si on le poussait trop vite. Miss Marple sonnait indeed. La porte s'ouvrit lentement pour révéler une femme voûtée d'une soixantaine d'années, portant un cardigan usé et des lunettes posées bas sur le nez. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement. Vous êtes là. J'espérais qu'on pourrait parler, dit Miss Marple. De Laetitia. » Madame Ballet s'écarta et Mademoiselle Marple entra dans une maison qui sentait la lavande et le cirage. Il y régnait une atmosphère d'ordre, celle qui émanait de décennies de services mesurés. « Je suppose que vous êtes ici parce que les gens pensent que je sais quelque chose, dit Madame Ballet une fois qu'ils furent installés dans le salon. Ils ont raison, mais pas comme ils l'imaginent. Miss Marple hocha la tête, encourageant sans insister. Ce n'était pas une femme cruelle, commença Madame Ballet, mais elle était exigeante. Elle gardait ses propres secrets. Elle ne faisait confiance qu'à très peu de gens. Elle conservait des lettres. Des dizaines. Certaines d'elles, d'autres. Elle les enfermait dans un bureau de son salon privé. Je l'époussetais, sans jamais ouvrir un seul tiroir. Avait-elle des ennemis à votre connaissance? Demanda doucement Miss Marple. Madame Ballet hésita. Pas du genre à crier ou à agiter le poing. Mais il y avait une chose, une semaine avant la fête, elle a reçu une visite. Une femme. Je ne l'avais jamais vue auparavant, les très anguleux, bien habillés. Pas du village. Elles se sont disputées. Doucement, mais avec émotion. Après cela, Madame Blackwell était bouleversée. Elle a fait une longue promenade et n'a pas parlé du reste de la soirée. A-t-elle mentionné le nom de la femme? Non. J'ai juste dit que les fantômes avaient de longues ombres. Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent légèrement. A-t-elle dit autre chose? Juste qu'elle avait besoin de mettre de l'ordre dans certaines affaires. Qu'elle pourrait modifier son testament. Plus tard dans la journée, Craddock rassembla plusieurs villageois à la salle des fêtes pour une séance de déposition officielle. Parmi eux se trouvait Madame Greening, pâle et agitée, qui avait été parmi les dernières à parler à Laetitia. Elle m'a demandé si j'avais vu le courrier ce matin-là, dit Madame Greening. Je ne l'avais pas vu, mais elle semblait pleine d'espoir, vous voyez, comme si quelque chose aurait dû arriver et que ce n'était pas arrivé. Une lettre, peut-être. Craddock Pertnout. Et tu l'as vu boire le thé? Madame Greening secoua la tête. Elle a soulevé la tasse, a bu à peine une gorgée. Puis elle a dit qu'elle se sentait faible. J'ai cru que c'était la chaleur. Le colonel Bantry fut moins serviable. Elle ne m'a pas dit un mot digne d'être retenu, grommela-t-il. Elle m'a grondé pour les radis marinés, si ça compte. Craddock se tourna vers Giles Weatherby, qui avait été rappelé à la douce suggestion de Miss Marple. Monsieur Weatherby, saviez-vous que Madame Blackwell prévoyait de modifier son testament? Non, répondit Giles, les yeux écarquillés. Pourquoi me l'aurait-elle dit? Parce que, répondit Craddock, l'avocate de Mush Benham nous a dit avoir demandé un rendez-vous la veille de la fête. Et elle a mentionné un lien familial éloigné. Giles Devant Blame. Elle ne m'avait rien dit. Je le jure. Lorsque Craddock quitta la salle ce soir-là, la brume montait à nouveau, s'enroulant à travers les comme des doigts. Dans son cottage, Miss Marple posa son tricot et se dirigea vers la cheminée. Là, à côté d'une petite photo de son père, se trouvait une violette dans un vase à fleurs, fraîchement cueillie. Elle n'avait pas échappé que Madame Blackwell, malgré toute sa fierté et sa précision, avait eu peur. Elle avait commencé à mettre de l'ordre dans ses affaires. Cela suggérait qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Et si elle avait su, alors peut-être que son meurtre n'était pas seulement un crime d'opportunité, mais une tentative désespérée de la faire taire avant qu'elle ne puisse parler. Le lendemain matin, l'ambiance à Saint-Marie-Mead était devenue plus tendue, comme si le village lui-même sentait que quelque chose, enfoui sous ses polis et ses sourires de salon de thé, remontait à la surface. Le journal local avait publié en première page une chronique sur la mort tragique et suspecte à la fête de Gossington, omettant soigneusement toute mention de poison, mais chacun lisait entre les lignes.
Les portes autrefois ouvertes se refermaient désormais un peu plus tôt. Les conversations s'éteignaient au passage d'étrangers. Le murmure tranquille de la vie rurale s'était teinté de suspicion. Au centre de cette tempête qui couvait, l'inspecteur Craddock se tenait près de la fenêtre du salon du presbytère, parlant une fois de plus avec Madame Elizabeth Hartnell, l'épouse du vicaire et hôtesse involontaire de la fête désormais tristement célèbre. « Étiez-vous bien certain, demanda-t-il, que la tasse à thé en émeraude n'appartenait pas à votre service ?» Madame Hartnell, une femme redoutable avec une silhouette aussi imposante qu'un porte-parapluie et une voix qui ne supportait aucune contradiction, renifla avec indignation. « Je connais chaque pièce de vaisselle de cette maison, inspecteur. Cette tasse n'était pas à moi. Elle était bien trop raffinée et franchement, trop ostentatoire. Je préfère la porcelaine simple et élégante. Rien d'émeraude, merci beaucoup. Est-il possible que quelqu'un ait apporté sa propre tasse ?» Madame Hartnell parut profondément offensée. « À une fête champêtre? Bon sang, qu'est-ce que tu crois que c'est? Un pique-nique à Sandringham ?» Craddock hocha la tête en signe d'excuse, même s'il soupçonnait que le ton offensé avait moins à voir avec le meurtre qu'avec l'implication que sa vaisselle manquait. Pendant ce temps, Miss Marple avait fait une promenade matinale jusqu'au cimetière, soi-disant pour cueillir des fleurs pour son rebord de fenêtre, même si un observateur attentif aurait pu remarquer qu'elle ne passait pas devant une seule fleur convenable sans la cueillir. Elle s'arrêta plutôt à un angle précis du vieux mur de pierre, près du portail où Madame Blackwell s'arrêtait souvent en revenant de la poste. C'est là qu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Rien de plus qu'un éclat de tissu brillant, coincé dans un buisson d'aubépine près du sentier. Elle se pencha doucement, le détacha et l'examina entre ses doigts gantés. Un fil de soie verte, déchiré proprement, d'un éclat reconnaissable entre tous ceux qui avaient autrefois cousu des paniers et raccommodé des ourlets. Du satin fin. Miss Marple ne dit rien. Elle rangea soigneusement le fil dans sa poche, remit ses gants et reprit sa marche. Elle s'arrêta ensuite à la poste, où la jeune Sarah Pettingil présidait derrière le comptoir avec l'autorité suffisante de celle qui détient les secrets de chacun. Lorsque Miss Marple entra, Sarah rajusta son cardigan et s'efforça d'afficher une désinvolture désinvolte. « Oh, Miss Marple, dit-elle. Bonjour. Je viens de recevoir une liasse de lettres. Rien pour vous? J'en ai bien peur. » « Ce n'est rien, ma chère, » répondit aimablement Miss Marple. « Je ne suis pas ici pour le courrier aujourd'hui. » Juste par curiosité, y avait-il du courrier pour Madame Blackwell le matin de la fête? Sarah fronça les sourcils. Voyons voir. Oui, en fait. Il y en avait un. Enregistré. Je m'en souviens parce que j'ai dû signer moi-même. Vous souvenez-vous de qui l'a envoyé? Sarah pencha la tête. Cachet de la poste de Londres. Mais l'écriture était très élégante. Penchée comme une gravure sur cuivre à l'ancienne. Intéressant, dit Miss Marple d'un ton parfaitement doux. Et qui l'a récupéré? Sarah hésita. Pas Madame Blackwell. Il était déjà parti quand elle est passée. Elle est partie tôt, elle. J'ai supposé qu'elle avait envoyé quelqu'un en avant, peut-être sa gouvernante. Tu as vu qui l'a pris? Je ne l'ai pas fait. J'étais au fond un moment, la porte était restée ouverte, bien sûr. J'ai pensé que c'était peut-être Monsieur Weatherby. Il rôdait dans le coin. Mais je ne pouvais pas l'affirmer avec certitude. Miss Marple sourit. C'est très utile, ma chère. N'hésitez pas à me prévenir si vous constatez quelque chose d'inhabituel. En quittant le bureau de poste, c'est pas ralentir. Une lettre recommandée, partie avant l'arrivée de Laetitia. Un visiteur, une semaine plus tôt, aux traits acérés et aux paroles qui avaient bouleversé Madame Blackwell. Un changement de volonté. Et maintenant, un fil de satin vert déchiré, retrouvé non pas près du corps, mais près d'un sentier que la victime aurait emprunté chaque jour. C'était un écheveau emmêlé, mais les nœuds avaient commencé à se desserrer. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock rencontrait à nouveau Edith Broom, cette fois chez feu Madame Blackwell, désormais sous surveillance policière temporaire. La maison était silencieuse, enveloppée du silence étouffant qui règne après le départ de sa maîtresse. Quelques lys fanés dans un vase près de la fenêtre offraient la seule trace de sympathie. Le salon était ordonné, la cheminée balayée, l'horloge tic-tac avec une indifférence mécanique. Elle avait un bureau ici, dit Edith en désignant le bureau en acajou. C'est là qu'elle rangeait ses papiers personnels. Craddock hocha la tête et ouvrit le tiroir du haut. Des enveloppes soigneusement rangées, quelques timbres volants et du papier à lettres. Rien de remarquable. Le deuxième tiroir, en revanche,
était verrouillé. Tu as une clé? Non, répondit-il. Seule Madame Blackwell l'a fait. L'inspecteur fronça les sourcils, fit un signe à Evans. En quelques minutes, le tiroir avait été habilement forcé, non pas détruit, mais simplement soulevé doucement de son loquet. À l'intérieur se trouvaient 2 liasses de lettres, chacune nouée avec un ruban. L'une portait une étiquette délavée de la main de Laetitia, H 1939. L'autre portait simplement « Ne pas brûler ». Craddock ouvrit ce dernier et en parcourut le contenu. La plupart des lettres provenaient d'une personne signée simplement M. Le ton était affectueux, parfois désespéré, plein d'allusions voilées et de supplications pressantes. Miss Marple arriva juste au moment où il repliait la dernière lettre dans son enveloppe. « Je pensais que tu viendrais, » dit-il. « Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. » Miss Marple parcourut la première page, l'air indéchiffrable. Puis, doucement, elle dit « Elle les a conservés parce qu'ils comptaient. » Non pas comme preuve ou non, Laetitia n'était pas une maîtresse chanteuse, mais comme des souvenirs. Elle m'a dit un jour que les souvenirs doivent être entretenus comme un vrai jardin. Certains sont des mauvaises herbes, d'autres sont des fleurs. Celles-ci, je crois, étaient des fleurs. Reconnaissez-vous l'écriture? Oui, je l'ai déjà vue une fois. Dans un livre d'or, à Winchester, il y a plusieurs années. Craddock l'observa. Quelqu'un de son passé? Alors. Oh oui. D'une époque qu'elle croyait enfouie. Mais la mémoire a le don de ressurgir, surtout quand la terre est bouleversée. Ils restèrent un moment silencieux, le seul bruit étant le tic-tac lointain de l'horloge de la cheminée. « J'ai trouvé ça », dit enfin Miss Marple en fouillant dans sa poche et en sortant le fil de satin vert. Près du chemin de l'église. Craddock l'examina. « À cause de sa robe? »« Pas tout à fait, » répondit-elle. Laetitia portait du satin, certes, mais sa robe était d'une teinte plus foncée. Ce fil provient d'un autre vêtement, de teinte proche, mais pas identique. Ce qui le rend d'autant plus intrigant. Il suggère quelqu'un d'autre, quelqu'un habillé pour se fondre dans son image. Peut-être pour la dérouter, ou pour l'imiter, au premier coup d'œil. Craddock la regarda fixement. « Tu crois que le tueur portait du vert? » Je pense que le tueur voulait donner l'impression que le sort de Madame Blackwell était scellé par accident. Mais vous et moi savons tous les deux que personne ne meurt sans une coupe à la main, à moins que quelqu'un n'ait fait un effort considérable pour le faire. Dehors, une cloche sonnait quelque part dans le village. Et au même instant, sur une route tranquille quittant Saint-Marie-Mide, une grande femme en manteau sur mesure s'arrêta devant un horaire de train et plia lentement ses gants. Sa valise était posée à côté d'elle. Sous son foulard soigneusement noué, à peine visible dans la lumière changeante, on apercevait le léger scintillement du satin vert. Le village de Saint-Marie-Mide avait commencé à se replier sur lui-même, tel un hérisson flairant le danger. Les fenêtres autrefois grandes ouvertes à l'air estival étaient désormais fermées. Les portails du jardin grinçaient moins souvent. Même les ragots, monnaie d'échange essentielle à la vie du village, s'étaient apaisés tout aussi actifs, mais se résumaient désormais à des murmures plutôt qu'à des conversations joyeuses. Quelque chose avait changé, et chacun le savait. Et tandis que l'inspecteur Craddock adoptait une approche méthodique suivant les traces écrites, retraçant les courriers recommandés, confirmant les horaires de train, Miss Marple agissait avec sa douceur et sa discrétion, recueillant les vérités comme des bribes de fil. Elle savait désormais que ce n'était pas seulement la mort de Laetitia Blackwell qui avait réveillé les vieux fantômes du village. C'était ce qu'elle avait représenté, une femme qui en avait trop vu, qui s'en souvenait trop bien et qui, peut-être, à la fin, avait menacé de parler. Il était midi lorsque Miss Marple prit le thé avec Mavis Wheeler, une couturière à la retraite qui prétendait avoir retouché des robes pour la moitié des femmes du comté et se souvenait des moindres détails de chaque ourlet qu'elle avait touché. Elles étaient assises dans le petit salon de Mavis, qui sentait légèrement la menthe poivrée et la naphtaline, sirotant du thé tiède dans de la porcelaine ébréchée. « Je ne prétends pas que j'appréciais beaucoup Laetitia Blackwell, » dit Mavis en reniflant. Elle avait la langue bien pendue, elle était toujours à l'affût. Mais je la respectais, d'une certaine manière. Je la connaissais. C'est plus qu'on ne peut en dire pour certains. Avez-vous déjà travaillé pour elle? Demanda Miss Marple d'un ton léger et décontracté. Il y a des années. Elle était exigeante. Elle ne portait que certaines couleurs, du vert, du crème, pas de pastel. Elle disait que ça la rendait délavée, même si j'ose dire que c'était plutôt une question de sentimentalité. Elle n'a jamais porté de bleu, pas une seule fois en 20 ans. C'est étrange,
Non? Tout à fait, acquiesça Miss Marple. Mais je vais vous dire ce qui est encore plus étrange, ajouta Mavi en se penchant en avant. J'ai vu quelqu'un à la fête portant un châle de satin vert, ce n'était pas Laetitia. Je l'ai remarqué parce que la couleur était presque la même, juste un ton plus vif. Et les coutures de l'ourlet étaient de mauvaise qualité. Du travail d'usine. Pas du tout son style. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Vous en êtes sûr? Aussi sûr que je suis assis ici. Je n'ai eu qu'un aperçu, c'était derrière le chapiteau. Quelqu'un se déplaçait rapidement, un chapeau près du visage. Est-ce que ça aurait pu être un invité? Non. J'habite ici depuis assez longtemps pour connaître chaque chapeau, châle et boucle d'oreille de ce côté-ci du comté. Cette personne n'était pas du village. Miss Marple partit peu de temps après, c'est pas plus vif que d'habitude. Au commissariat, l'inspecteur Craddock faisait les 100 pas. Il revenait tout juste d'avoir interrogé l'employé de la gare de Mush Benham qui avait confirmé qu'une femme correspondant à la description du mystérieux visiteur de Madame Blackwell avait pris un billet pour Paddington 2 jours avant la fête. Elle avait signé le registre Margaret Hale. Craddock connaissait ce nom. Margaret Hale avait été impliquée dans un litige successoral avec le défunt mari de Laetitia au sujet d'une plantation à l'étranger. L'affaire avait été étouffée à l'époque, réglée en privé. Mais le timing, le lien, la réapparition soudaine, c'était trop pour être ignoré. Il était sur le point d'envoyer un télégramme à Paddington lorsque Miss Marple arriva, l'expression posée mais déterminée. « Inspecteur, je crois que j'ai quelque chose que vous voudrez entendre. » Ils s'installèrent dans son bureau, où elle raconta sa conversation avec Mavi Wheeler et les détails concernant le châle en satin. Craddock écouta attentivement. Il y avait donc 2 femmes portant du satin vers la fête, demanda-t-il. Exactement, répondit Miss Marple. L'une, sans aucun doute Laetitia Blackwell. L'autre, quelqu'un déguisé pour lui ressembler de dos, ou peut-être espérant détourner l'attention de la véritable cible. Cela complique les choses, a déclaré Craddock. Mais cela clarifie aussi certains points. Miss Marple hocha la tête. Quelqu'un voulait embrouiller Laetitia, peut-être même la suivre. Ou quelqu'un voulait passer inaperçu, espérant qu'une ressemblance pourrait leur faire gagner du temps. Croyez-vous que Margaret Hale est revenue ce jour-là? C'est possible. Mais tout aussi probable, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un d'autre ait pris sa place. Et qui que ce soit, il avait une raison de se fondre dans la masse et peut-être une raison de tuer. Ce soir-là, l'inspecteur a convoqué Giles Weatherby pour un 2e entretien. Vous m'avez dit précédemment que Madame Blackwell avait refusé votre demande d'argent, commença Craddock. Oui, dit Giles. C'était humiliant. Et tu ne l'as pas revue avant qu'elle ne s'effondre? Non. Craddock se pencha en avant. Saviez-vous qu'elle avait demandé à modifier son testament? Giles cligna des yeux. Non. Nous avons découvert qu'elle avait l'intention de léguer une partie de sa succession à une association caritative birmane. Or, le testament existant vous désignait comme bénéficiaire secondaire, en l'absence de parents directs survivants. Giles dit. Je ne savais pas. Et pourtant, continua Craddock, on vous a vu près du bureau de poste le matin où la lettre recommandée a disparu. Je n'ai rien pris, dit Giles rapidement. J'attendais quelqu'un. Un ami de Londres qui n'est jamais arrivé. Tu peux demander à l'aubergiste. Craddock prit note, nous le ferons. Lorsque Giles quitta la gare, il ressemblait moins à un homme en deuil d'une tragédie familiale qu'à quelqu'un pris dans une tempête sans parapluie. Plus tard dans la soirée, Miss Marple assista à une réunion informelle au presbytère, sous couvert de livrer du gâteau aux graines. La conversation s'éloignant, elle se retrouva à côté d'Edith Broom, de plus en plus silencieuse et nerveuse de jour en jour. « Madame Broom, dit gentiment Miss Marple, vous servez Laetitia depuis plus de 20 ans. Vous devez en savoir plus que vous ne le laissez paraître. » Les mains d'Edith tremblaient légèrement autour de sa tasse de thé. « Je ne peux pas, je ne devrais pas. Elle est partie, dit doucement Miss Marple. Mais quelle que soit la vérité que vous détenez, elle pourrait empêcher de nouveaux dommages. » Edith jeta un coup d'œil autour d'elle et baissa la voix. « J'ai vu la femme. Celui qui est venu nous rendre visite? Oui, ce n'était pas l'ami de Laetitia. Ce n'était pas une parente non plus. C'était quelqu'un d'avant. Elle avait eu une liaison avec le major. Il y a longtemps. Il y avait des lettres que Laetitia a trouvées. Elles se sont disputées. La femme l'a menacée. Elle a dit que si la vérité éclatait, ils seraient tous ruinés. Quelle est la vérité? Edith hésita. Que le major n'était pas mort accidentellement en Inde.
Il était impliqué dans un trafic illégal. De l'opium, je crois. Cette femme Margaret avait des preuves. Et elle voulait le silence. De l'argent. Miss Marple plissa les yeux. Et Laetitia a refusé. Elle a dit qu'elle ne se laisserait pas faire. Qu'elle préférait aller voir la police. Qu'elle modifierait son testament pour s'assurer que personne ne profite de ses secrets. Tandis qu'Edith marquait une pause, Miss Marple hocha lentement la tête. Le filet se resserrait. Le mobile n'était plus seulement l'argent, mais la peur. La peur d'être démasqué. La peur de voir ses crimes passer refaire surface. Dehors, la lune se levait pâle et vigilante sur les toits de Saint-Marie-Mide. Et quelque part, peut-être à Londres, peut-être encore cachée dans les replis du village, une femme en satin vert attendait. Mais pas pour longtemps. Le lendemain matin, les rumeurs à Saint-Marie-Mide avaient atteint une sorte de calme fiévreux, une accalmie avant une tempête annoncée. Les habitants, désormais aguerris aux spéculations et aux scandales, avaient tiré leurs propres conclusions, comme souvent. Certains soupçonnaient encore le jeune Gilles Weatherby, le fils de l'avocat déchu au regard désespéré. D'autres murmuraient à propos de vieilles dettes et de scandales familiaux enfouis. Mais parmi toutes leurs théories, personne n'imaginait la suite. Tout commença discrètement, comme souvent au village. Une lettre arriva en main propre au commissariat de Mush Benham, adressée d'une écriture claire et simple à l'inspecteur Dermot Craddock. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier en lin, légèrement parfumée portant un message bref mais explosif. Vous regardez dans la mauvaise direction. Madame Blackwell n'a pas bu le thé qui lui était destiné. Moi, si. Et j'ai survécu. Il n'y avait ni nom, ni adresse. Seulement un cachet de la poste londonien et un papier portant le filigrane d'un hôtel de luxe de Bloomsbury Street. Craddock le lut 2 fois, puis une 3e fois, puis se leva de sa chaise et marcha d'un pas rapide vers la porte. 10 minutes plus tard, il était dans le salon de Miss Marple et lui tendait le mot sans un mot. Elle le lut, son expression posée mais vive. Eh bien, dit-elle enfin, ça change les choses. Non pas ce qui s'est passé, mais comment c'est arrivé. Craddock se servit une tasse de thé et se tint à la fenêtre. Je suppose que c'est peut-être un canular. Miss Marple secoua doucement la tête. Ce n'est pas vrai. Le choix des mots est trop précis. Celui qui a écrit cela n'a aucun intérêt pour le théâtre. Il veut être cru, mais pas trouvé. Pas encore. Si c'est vrai, quelqu'un d'autre a été empoisonné. Ce qui signifie que la mort de Madame Blackwell pourrait être accidentelle. Ou bien, dit Miss Marple en pliant soyeusement la lettre, il s'agissait peut-être d'une double tentative. Peut-être de 2 femmes, toutes 2 liées au même passé. Peut-être d'un verre préparé avec soin, et d'un autre échangé, mal calculé ou mal calculé. Craddock soupira. Alors maintenant, il faut se demander, qui d'autre a bu dans une tasse à thé émeraude? Miss Marple se renversa dans son fauteuil. Ou peut-être, qui était censé le faire? Plus tard dans la journée, Craddock interrogea à nouveau Madame Greening. Elle était parmi les plus proches de Madame Blackwell lorsqu'elle s'était évanouie, et sa proximité avec le chapiteau et le thé ne pouvait plus être considérée comme une innocente coïncidence. J'ai à peine touché au rafraîchissement, insista-t-elle en s'épongeant le front avec un mouchoir plié. J'aidais à servir les bagatelles, mais je n'ai pas préparé le thé. Je suis juste allé chercher des choses à la cuisine. Et tu n'as touché à aucune porcelaine spéciale? Insiste Craddock. Non, enfin, pas directement. Quelqu'un m'a tendu un plateau à un moment, mais je ne me souviens plus de qui. Il y avait du monde. Miss Marple s'était jointe à l'interview discrètement et leva maintenant les yeux. Vous souvenez-vous qui d'autre était au service ce jour-là? Madame Greening? La femme hésita. Il y avait 2 filles du cercle de couture, Lydia Barnett et la nouvelle, Hélène. Un petit peu tranquille. J'ai emménagé ici le mois dernier. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Ah oui, je me souviens d'Hélène. Plutôt élégante pour une villageoise, non? Belle posture, et elle portait des gants en cuisine. Très inhabituelle. Je pensais qu'elle était peut-être une parente, dit Madame Greening. Elle ne parlait pas beaucoup. Craddock prit une note et échangea un regard avec Miss Marple. L'inspecteur ne perdit pas de temps. Cet après-midi-là, il visita la pension où Hélène avait séjourné, un modeste établissement tenu par une veuve dynamique nommée Madame Trelfall. Mais lorsqu'il frappa à la porte de la chambre d'Hélène, il la trouva vide. Ses affaires, si rares soyant-elles, avaient disparu. Elle est partie ce matin, dit Madame Trelfall en tordant son tablier. Elle n'a pas dit un mot. Elle a laissé la clé sur le crochet et une semaine de loyer dans une enveloppe.
A-t-elle donné une adresse de réexpédition? Personne. Ils ont juste disparu, comme de la brume. Craddock Jura Dowsmet. Depuis combien de temps était-elle ici? Environ 3 semaines. Payé rapidement. Toujours poli, mais distant. Je n'y ai pas prêté attention. Miss Marple, arrivant quelques minutes plus tard, demanda à voir la chambre. Elle était petite, propre, impersonnelle. Le genre d'endroit où l'on ne séjourne que lorsqu'on n'a aucune intention de s'y installer. Miss Marple avançait lentement, le regard scrutant les surfaces. Puis elle s'arrêta près de la corbeille à papier et y prit délicatement un mouchoir. Là, froissée au fond, se trouvait une page déchirée d'un catalogue de mode. Elle représentait un mannequin vêtu d'une robe de soirée en satin vert. L'article avait été entouré au crayon rouge. Elle savait s'habiller comme il faut, murmura Miss Marple, mais pas comment se fondre dans la masse. Cette nuit-là, une deuxième lettre arriva. Celle-ci était adressée directement à Miss Marple. Il a été écrit de la même main soignée, mais cette fois avec plus d'émotion. Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais je me souviens de toi. Tu m'as observé à la fête. Je n'étais censé qu'observer, m'assurer qu'elle reçoive la coupe. Mais je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Ce n'est pas elle qui m'a fait du tort. J'ai besoin de temps, mais je reviendrai quand je pourrai. La vérité mérite d'être dite, même si ce n'est pas moi qui le fais. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plaça à côté de la première lettre. Elle resta assise en silence un long moment avant de se lever et de se diriger vers sa bibliothèque. Parmi les volumes poussiéreux, elle tira un mince registre relié en toile marron. À l'intérieur se trouvaient des notes brèves, précises et chronologiques. Une entrée, datant de 7 ans, mentionnait une visite dans un hôpital de Winchester pour voir une connaissance éloignée. Parmi les invités ce jour-là se trouvait une infirmière au regard perçant et aux manières froides. Son nom était alors inconnu, Hélène Markham. Miss Marple a ajouté une note en dessous, de sa main soignée actuelle. Helen. Faux nom. Probablement une infirmière ou un soignant. Motif de guise. Peur. Pas de vengeance. Lien avec Monsieur H. Elle ferma le livre et soupira. Quelque chose avait vraiment mal tourné à la fête plus grave que quiconque l'avait imaginé. Et maintenant, non seulement il y avait un meurtre, mais un témoin disparu. Ou peut-être un complice. Ou, plus délicat encore, une seconde victime prévue qui avait échappé de justesse. La question n'était plus seulement de savoir qui avait tué Laetitia Blackwell, mais pourquoi la mauvaise femme était peut-être morte. Dehors, le vent s'était levé, balayant les hautes haies et faisant claquer le loquet du portail de Miss Marple. La lune projetait de longues ombres sur la ruelle tranquille. Et quelque part, sur un chemin entre la vérité et le silence, une femme vêtue d'un châle de satin vert s'enfonçait dans la nuit. Le ciel au-dessus de Saint-Marie-Mide était d'un terne voile d'étain lorsque Miss Marple descendit à l'épicerie pour acheter une bobine de fil à repriser. La boutique, comme tout le reste du village, avait pris un air d'attente, comme si les étagères et les comptoirs eux-mêmes avaient écouté les murmures portés par la brise d'été. Derrière la caisse, M. Larche, le principal distributeur de bonbons et de demi-vérités du village, lui fit un signe de tête avec une solennité inhabituelle. « Je ne me souviens pas d'une période pareille de toute ma vie, dit-il en pesant du sucre d'orge sur la balance. Empoisonnement, disparition, lettre secrète. Comme dans un roman. En effet, répondit Miss Marple avec douceur, même si l'ironie ne lui échappait pas. La vie a le don d'imiter la fiction quand on s'y attend le moins. Elle quitta la boutique et se tourna non pas vers son cottage, mais vers Gossington Hall. Le chemin serpentait entre roseraies et allées de gravier, longeant des haies et des portails familiers qu'elle longeait depuis plus de 60 ans. Mais aujourd'hui, la beauté tranquille de tout cela semblait suspendue dans une sorte de silence. Non pas menaçant, mais vigilant. Elle avait pris sa décision. Lorsqu'elle arriva au hall, la lumière de l'après-midi déclinait. Le colonel Bantry la rejoignit dans la véranda, où il inspectait une orchidée gênante avec l'intérêt exagéré d'un homme qui a quelque chose en tête. « Ah, Jane, dit-il en désignant une chaise. Tu viens discuter, hein? Content de voir un visage amical au milieu de toute cette agitation. Miss Marple était assise, les mains jointes calmement. Colonel, vous souvenez-vous qui était près de la table des rafraîchissements lorsque Laetitia Blackwell est arrivée à la fête? Il avait l'air perplexe. Oh! Eh bien, il y avait la femme du pasteur, bien sûr, et une ou deux jeunes filles qui voltigeaient avec des plateaux. Je n'y prêtais pas vraiment attention, pour être honnête.
Il n'y avait que des gâteaux et des sandwichs aux concombres jusqu'à ce que le tumulte commence. « Et Gilles Weatherby » demanda-t-elle, presque avec désinvolture. Bantry marqua une pause. « Maintenant que tu le dis, oui. » Il traînait dans le coin. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai supposé qu'il était nerveux. Miss Marple hocha la tête. Pas étonnant. C'est difficile de demander une aide financière. Surtout si on s'attend déjà à un refus. Le colonel Bantry posa l'arrosoir et se tourna vers elle. « Tu crois que c'est lui qui a fait ça, Jane? Le garçon? » « Je pense, » répondit-elle prudemment, « que quelqu'un a profité de la fête, de son agitation, de ses distractions comme d'une occasion en or. Et je crois que celui qui a donné la coupe à Laetitia l'a fait non pas avec la certitude qu'elle l'a tuée sur le champ, mais avec la certitude que la faute retomberait sur la bonne personne. » Il fronça les sourcils. « Et c'est quel genre? » « Le genre désespéré, dit-elle. Le déshonoré. Le fils prodigue de retour. Quelqu'un qui semble avoir beaucoup à gagner et très peu à perdre. » Bantry se frotta la nuque. « Et tu as quelqu'un en tête? »« Oui, oui, » répondit doucement Miss Marple, « mais d'abord, je dois les observer. On ne résout pas ce genre d'énigme en devinant. » Ce soir-là, elle invita Gilles Weatherby à prendre le thé. C'était un geste audacieux, certes, mais délibéré. À son arrivée, il avait l'air prudent, mais pas méfiant. « Mademoiselle Marple, dit-il en essayant de sourire, je ne m'attendais pas. Eh bien, je suis honoré, je suppose. » Elle lui offrit une tasse de thé et s'assit en face de lui dans son salon ensoleillé. Tout était disposé comme toujours. Porcelaine à motifs roses, nappe en dentelle, assiette de sablé disposée avec une symétrie délibérée. « J'ai pensé à Madame Blackwell, commença-t-elle, et à cette horrible histoire à la fête. » Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « C'est horrible. Et maintenant, avec cette femme qui a disparu. Hélène, c'est ça? Elle utilisait ce nom? » « Oui, » dit Miss Marple en l'observant attentivement. « Mais elle en avait d'autres. Elle faisait partie de quelque chose de plus vaste, Gilles. Quelque chose qui avait commencé il y a longtemps, avant même tes ennuis à Londres. » Ses yeux clignèrent. « Je ne la connaissais pas bien. »« Non, » dit Miss Marple doucement. « Mais quelqu'un le savait. Quelqu'un qui connaissait Laetitia Blackwell et qui serait vulnérable dans une foule. Quelqu'un qui savait aussi préparer l'aconitine. Un savoir rare de nos jours. À moins, bien sûr, d'avoir consacré du temps à des études de médecine. » Gilles se ficha. Sa main planait au-dessus de sa tasse. « Des médicaments? » répétait-il. « Vous avez dit à l'inspecteur que vous aviez travaillé pour un cabinet d'avocats, poursuivit Mademoiselle Marple. Mais il y avait des trous dans votre emploi du temps. Des périodes que vous ne pouviez pas expliquer. Et l'écriture sur l'étiquette à l'intérieur de votre valise, celle que Madame Trelfall a conservée après votre départ, correspondait aux anciennes notes de formation conservées à l'école d'infirmière de l'hôpital Saint-Thomas. Je l'ai reconnue par hasard. Voyez-vous, la fille de ma nièce y a fait ses études. La même année qu'une certaine G. Weatherby, mais dans ce cas, le G signifiait Geneviève. » Il se leva brusquement, le visage pâle. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Oh, je crois que oui, » dit-elle, non sans gentillesse. « Tu n'es pas venu à Saint-Marie-Mead en tant que parent de retour. Tu es venu en observateur. Peut-être même en complice. Mais lorsque le poison n'a pas tué la cible visée, tu as paniqué. Ou peut-être n'était-il pas destiné à tuer, seulement à effrayer. Mais Laetitia est morte, et ton Hélène a disparu. Giles Genevieve Tremblay. Je ne lui ai pas donné le thé. Je le jure. Je regardais juste. J'étais là pour m'assurer qu'elle ne parle pas. Mais quelqu'un d'autre a pris sa place, dit Miss Marple à voix basse. La deuxième femme en vert. Vous avez été trompé. Tout comme la vraie Hélène ou Margaret, ou quel que soit son nom l'a été aussi. Le silence s'installa dans la pièce. Geneviève se laissa retomber dans son fauteuil, les mains agrippées aux accoudoirs. Je n'ai jamais souhaité sa mort, dit-elle enfin. Je voulais seulement justice. Pour ce que Laetitia avait laissé faire. Elle l'avait protégée. Il y a toutes ces années, quand les agissements du major avaient détruit des vies. Elle a peut-être protégé à ce moment-là, répondit Miss Marple, mais je crois qu'elle avait l'intention de se racheter à sa manière. Son testament, celui qu'elle a tenté de modifier, n'en était qu'une partie. Elle avait l'intention de témoigner. Elle était enfin prête à parler. Les yeux de Geneviève se remplirent de larmes. Et maintenant, c'est trop tard. Non, répondit doucement Miss Marple. Il est trop tard si la vérité reste cachée. À ce moment-là, on frappa discrètement à la porte. L'inspecteur Craddock entra, l'air sombre mais sans surprise.
J'ai pensé que tu aimerais peut-être entendre cela de première main, lui dit Miss Marple en désignant Geneviève. Il hocha la tête une fois, puis se tourna vers elle. Mademoiselle Weatherby, dit-il doucement, je pense qu'il est temps que nous fassions une déclaration en bonne et due forme. Le soleil descendait plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres à travers la pièce. Dehors, les cloches de l'église sonnaient l'heure. À l'intérieur, dans un petit salon rempli de fleurs et de lumières déclinantes, le jeu final avait commencé et Miss Marple, toujours douce, toujours vigilante, avait fait son dernier mouvement fatidique. Le lendemain matin, la pluie tombait sans discontinuer sur Saint-Marie-Mide, teintant les rues d'un gris plus foncé et étouffant les pas dans de douces éclaboussures humides. Les fenêtres étaient embuées par la vapeur des bouilloires matinales, et les cheminées lançaient de légers filets de fumée dans l'air glacé. Le village avait pris ce silence particulier qui précède une révélation, tel le dernier souffle avant de tirer le rideau. Au commissariat de Mush Benham, l'inspecteur Craddock se tenait les bras croisés, observant par l'étroite vitre de son bureau les nuages s'épaissir sur la place du village. À côté de lui se trouvait un dossier, désormais chargé de déclarations, de lettres et de preuves. Les 2 notes anonymes, une photographie du registre de l'hôpital de Winchester, le fil de satin déchiré, et enfin des aveux complets signés Geneviève Weatherby. Mais Craddock ne souriait pas. Sa mâchoire était serrée, son front plissé. Elle ne l'a pas fait, dit-il à voix haute à la salle vide. Il se détourna de la fenêtre et ouvrit à nouveau le dossier, relisant les aveux de Geneviève. Ils étaient détaillés et émouvants, mais sans aucune trace de culpabilité. Sa déclaration témoignait d'une implication, certes d'une intention de confrontation, de pression, voire d'effroi, mais pas de meurtre. Elle avait suivi la vraie Hélène ou Margaret Hale, ou quel que soit le nom que l'autre femme avait adopté jusqu'à Saint-Marie-Mide. Elle s'était infiltrée dans la fête sous une fausse identité, se faisant passer pour une parente éloignée, observant Laetitia Blackwell depuis la foule. Mais elle n'avait jamais touché à la tasse de thé. Elle n'avait jamais préparé de poison. Elle n'avait appris l'existence de l'aconitine qu'après l'effondrement. Geneviève n'avait pas menti sur ses motivations. Mais quelqu'un d'autre avait manipulé toute la scène. Quelqu'un qui connaissait le fonctionnement du village, ses habitudes, ses distractions, ses attentes. Quelqu'un qui était resté proche, inaperçu. Craddock expira brusquement, rassembla les papiers et quitta la gare, se dirigeant non pas vers le cottage de Miss Marple comme il le faisait habituellement, mais vers Gossington Hall. Miss Marple, cependant, était déjà en mouvement. Elle s'était levée tôt, avait passé une demi-heure dans son jardin à tailler des rosiers sous la bruine, puis, après avoir enfilé un chemisier propre et boutonné son cardigan, avait préparé un plateau de thé et de sablé, comme elle le faisait lorsqu'elle attendait du monde. Mais ce n'était pas Craddock qu'elle attendait. À 10h10 précises, la visiteuse arriva. Non pas à pied, mais en voiture. Une Morris vert foncé, soigneusement cirée et fraîchement taxée. Le moteur ronronna doucement lorsqu'elle s'engagea dans l'allée. Une femme d'une 60aine d'années en sortit, svelte, anguleuse et posée, portant des gants et un chapeau à bords étroits qui n'atténuaient guère la netteté de son profil. « Miss Marple » dit-elle en atteignant la porte. « En effet, » répondit chaleureusement la vieille dame. « Et vous devez être Margaret Hale. Où est l'infirmière Elcott maintenant? Je n'arrive jamais à me souvenir des pseudonymes. » La femme cligna des yeux, puis esquissa un sourire lent et crispé. « Je vois que tu as fait tes devoirs. » Miss Marple fit un geste vers l'intérieur. « Entrez, s'il vous plaît. Ça vient de bouillir. » À l'intérieur du cottage, la femme regarda autour d'elle avec une sorte d'étonnement silencieux. Tout était trop propre, trop douillet, trop inoffensif. C'était la plus grande tromperie de Miss Marple. Elle s'était rendue invisible en étant exactement ce que les gens attendaient. Ils étaient assis, chacun une tasse à la main. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais chargé de non-dits. « J'imagine que vous êtes revenu pour récupérer quelque chose, » commença Miss Marple. « Ou peut-être pour vous assurer que personne d'autre ne parle. »« Je suis venu, » dit la femme, « parce que je n'ai jamais voulu que quiconque meure. Et encore moins elle. Et pourtant, elle l'a fait, » répondit doucement Miss Marple, « parce que quelqu'un lui a tendu une tasse de thé imbibée d'aconitine. La tasse que vous destiniez à quelqu'un d'autre. Peut-être à Geneviève. » La mâchoire de Margaret se serra, mais elle ne parla pas. « Le poison, » poursuivit Miss Marple, « est l'arme des lâches, mais aussi une arme intime. Il est utilisé par ceux qui veulent contrôler à distance, mais avec précision. Vous aviez besoin qu'elle parte.
Non pas pour l'argent, même si j'imagine que c'était en partie le cas, mais parce qu'elle avait les preuves. Des lettres. Des aveux. Elle les a tous gardés. Elle allait les remettre aux autorités. Elle aurait dû les détruire il y a des années, dit Margaret d'une voix soudain cassante. Il est mort depuis plus de 10 ans. Elle a promis d'oublier. C'était notre accord. Et quand elle ne l'a pas fait, demanda Miss Marple. Les mains de Margaret tremblaient légèrement et elle posa sa tasse avec précaution. Je l'ai observée pendant des semaines. Je me suis glissé dans le village sous un autre nom. J'ai accepté un emploi à la pension. J'ai participé à un atelier de couture. Je portais du verre pour pouvoir être près du chapiteau sans être remarqué. Et la coupe, je l'ai apportée avec moi. Il provenait d'un ensemble dont j'avais hérité. Rare. Je pensais qu'elle le choisirait, elle aimait toujours les belles choses. Mais quelqu'un d'autre a failli te le prendre, dit Miss Marple en l'observant attentivement. C'est pour ça que tu as essayé de le récupérer. Mais c'était trop tard. Margaret ne répondit pas. Miss Marple croisa doucement les mains sur ses genoux. Madame Blackwell a pris la coupe destinée à quelqu'un d'autre. Ou peut-être pas à personne, juste pour l'avertir. Mais le poison fit son effet. Et au moment même où cela se produisit, vous vous enfuiez. Comme vous l'aviez fait il y a des années. Margaret ferma les yeux. Je ne voulais pas la tuer, murmura-t-elle. Je voulais l'effrayer. Elle était allée trop loin, elle allait impliquer tout le monde. Pas seulement moi. Pas seulement le major. Des gens au placé. Elle conservait tout. Les lettres, les archives, même les manifestes d'expédition. Et maintenant, demanda Miss Marple Dowsmet. Pourquoi revenir? Je ne m'attendais pas à ce que Geneviève me suive. Quand j'ai lu son nom dans le journal, j'ai paniqué. Je pensais qu'elle dirait la vérité, qu'elle m'accuserait. Mais non, elle est plus noble que moi. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers la cheminée. Elle prit une petite photo encadrée d'argent. Le mariage de sa nièce, il y a longtemps. Il y a une différence entre le remords et la rédemption, dit-elle en se retournant. L'un est personnel, l'autre exige du courage. Margaret se leva, l'air épuisé. Looks to me an answer? Miss Marple pencha la tête. Non, mais je pense que l'inspecteur va arriver d'un moment à l'autre, et il ne sera peut-être pas aussi conciliant. Comme s'il avait été appelé, quelqu'un frappa à la porte. Margaret déglutit difficilement, puis s'apprêta à l'ouvrir. L'inspecteur Craddock se tenait sur le seuil, la pluie tachant son manteau. Son regard passa d'elle à Miss Marple. « Je crois que nous sommes prêts pour la vérité, » a-t-il déclaré. Margaret hocha la tête d'une voix douce. « Oui, je crois que oui. » Plus tard dans l'après-midi, alors que la pluie diminuait et que les nuages se dissipaient, Miss Marple était de nouveau assise dans son jardin, tricotant près de la fenêtre. Elle regarda la voiture de Craddock disparaître dans l'allée, entraînant avec elle les dernières ombres d'un mystère qui s'était accroché au village comme du lièvre. Elle savait que la ville parlerait. Elle le faisait toujours. Mais désormais, elle le ferait avec un peu moins de peur, un peu plus de prudence. Et peut-être, avec un respect renouvelé pour le passé et ses étranges façons de refaire surface. Tandis que la tasse de thé à côté d'elle refroidissait, intacte, Miss Marple tourna un autre rang de son tricot et dit doucement à la pièce vide. Les gens font des choses étranges quand ils croient que personne ne les regarde. Une semaine après l'arrestation discrète de Margaret Hale, la paix semblait revenue à Saint-Mary-Mead. Les roses fleurissaient comme toujours en juin, parfumées et voûtées par le poids du début de l'été. Les écoliers, imperturbables face au meurtre et à la confession, retournèrent à leur jeu de saut à la corde dans la ruelle. Et dans la salle paroissiale, la femme du pasteur reprit ses cours sur les compositions florales avec une énergie renouvelée, déterminée à rétablir le rythme de vie du village. Mais un léger changement se produisit imperceptible pour les passants, mais évident pour ceux qui vivaient au village. Les goûters se déroulaient avec un peu plus de formalité. Les voisins s'attardaient moins sur le pas des portes. Et si la fête allait certainement revenir l'année prochaine, elle le ferait avec moins de gants de satin et beaucoup moins d'agitation autour de la table des rafraîchissements. Dans l'épicerie du coin, M. Larche parlait de l'affaire à voix basse, sans jamais citer de nom. Au Blue Boar, le barman a retiré le vieux numéro du journal local portant la photo de Laetitia Blackwell, le remplaçant par un prospectus annonçant un concours de fléchettes estivales. Et pourtant, sous cette couche de normalité bien élevée, des questions subsistaient. Au village, tout le monde ne croyait pas vraiment à l'histoire telle qu'elle était racontée. Certains affirmaient que le poison avait été placé par un inconnu disparu depuis.
D'autres juraient avoir vu Laetitia et Margaret s'enlacer juste avant l'effondrement, un détail inventé, sans doute, mais qui ajoutait de la chaleur au souvenir. Comme toujours, la vérité était plus compliquée et plus silencieuse. Dans sa chaumière ornée de roses, Miss Marple passa les jours suivants comme à son habitude. Elle écrivit des lettres à sa nièce à naissance, les mariages, les disputes marquantes, et dans une prose modeste et dénuée d'émotion, les tragédies qui surgissaient parfois parmi les haies. Elle avait inclus une brève mention concernant le décès de Laetitia Blackwell. On pouvait y lire simplement « Madame Laetitia Blackwell. Découverte décédée, fête de Gossington Hall. Suspicion d'empoisonnement. Enquête terminée. Le passé la rattrapait. Funerals silencieuse. » Peu de personnes en deuil, mais non sans conséquences. Les funérailles avaient effectivement été peu fréquentées. Le docteur Renfrew, par obligation professionnelle. Madame Greening, bien qu'elle soit partie tôt. Le colonel Bantry, resté silencieux près de Leaf, son chapeau serré contre sa poitrine. Geneviève Weatherby Londres s'occupa de ses plantes et poursuivit son long et méticuleux projet d'organiser l'histoire du village dans une douzaine de carnets, chacun classé par année. Elle y nota et n'avait pas assisté à l'enterrement. Craddock le lui avait déconseillé. Mais son nom avait été discrètement lavé de toute responsabilité. Le rapport du coroner précisait qu'elle n'avait jamais manipulé le poison, ni administré la dose mortelle. Les aveux de Margaret Hale étaient tout sauf le mobile. Cela transparaissait par sous-entendu, par la rage sourde dans sa voix, tandis qu'elle décrivait les années passées à nettoyer les traces des hommes dont le monde avait oublié l'héritage. Elle purgerait probablement une peine de prison, bien que son avocat ait déjà commencé à préparer une demande de clémence. Mademoiselle Marple soupçonnait qu'elle ne purgerait pas l'intégralité de sa peine. Par un jeudi matin frais, l'inspecteur Craddock rendit visite à Miss Marple pour une dernière tasse de thé. Il s'installa dans son fauteuil familier et la regarda servir avec une grâce experte. « Vous avez le don de démêler les choses, Miss Marple, dit-il. C'est comme tirer les fils d'un panier de laine. »« Oh, je ne sais pas si je fais quelque chose d'aussi intelligent, » répondit-elle en lui tendant une tasse. « Les gens vous disent tout ce qu'ils sont si vous les laissez parler et les écoutez attentivement. » Il sourit. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? »« Je m'en doutais, » dit-elle. « Mais il y a un monde entre soupçonner et savoir. Cette tasse m'en a appris plus que Margaret n'aurait jamais pu le faire. » Craddock se rôda. C'était une ruse astucieuse. Apporter sa propre porcelaine, choisir une pièce suffisamment distinctive pour se démarquer, mais assez rare pour ne pas être retrouvée. Une diversion. Elle était désespérée, murmura Miss Marple. Le désespoir obscurcit le bon sens. Elle se prenait pour la metteur en scène, alors qu'en réalité, elle avait déjà perdu le contrôle du scénario. Et Geneviève, une femme bien, en colère, blessée, mais pas une tueuse. Elle a suivi Margaret non pas pour se venger, mais pour tourner la page. Pour que justice d'une certaine manière soit rendue. Craddock hocha la tête. Vous serez ravi d'apprendre qu'elle a accepté un poste dans une association caritative en Birmanie. C'est approprié, non? Laetitia aurait approuvé, dit Miss Marple en remuant son thé. Elle avait l'intention de léguer une partie de ses biens à cette cause. Craddock jeta un coup d'œil autour de la pièce, observant les napperons, les figurines en porcelaine, les livres bien-aimés. Tu t'en lasses parfois, Jane? Demanda-t-il. Le dénouement des vies? Elle sourit. Oh, je ne cherche pas ça, Dermont. Mais la vie a le don de nous offrir des énigmes à ceux qui ont la patience de s'y attarder. Et j'ai toujours eu un faible pour les motifs. Alors qu'il se levait pour partir, elle lui tendit une petite enveloppe. Une copie de la lettre anonyme, au cas où tu souhaiterais la relire un jour, dit-elle. Margaret l'a écrite avec honte, mais aussi avec chagrin. On fait des choses horribles sous le poids de vieux chagrins. Craddock glissa l'enveloppe dans la poche de son manteau. Je ne sais pas comment la police a pu s'en sortir sans toi. La plupart du temps, tu t'en sors très bien, répondit-elle. Mais de temps à autre, quelqu'un doit rappeler au monde que le meurtre n'est pas toujours une question de violence, mais de motivation. Et les motivations, comme tu le sais, sont toujours humaines. Il est parti avec un signe de tête reconnaissant et un sourire affectueux. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à décliner derrière la flèche de l'église Sainte-Marie et que les martinets filaient dans l'air chaud, Miss Marple s'assit de nouveau sous la fenêtre de son salon. La tasse de thé émeraude nettoyée, intacte, reposait désormais sur une étagère haute au-dessus de la cheminée, hors de portée.
Un rappel, peut-être, non pas de la mort, mais de la perception. De toutes les choses que l'on peut voir quand les autres sont trop occupés à s'observer. Le jardin, en pleine floraison, bruissait doucement derrière la fenêtre ouverte. Elle reprit son tricot. Le fil glissait entre ses doigts avec aisance. Dans le silence paisible du soir, la pluie étant partie et les dernières notes du chant des oiseaux dans l'air, elle murmura, plus à elle-même qu'à quiconque. Il n'existe pas d'après-midi ordinaire dans un village anglais. Et avec cela, Miss Marple, observatrice des gens, tricoteuse de dentelles et démêleuse silencieuse de meurtre, laissa le mystère s'installer à nouveau dans la mémoire, là où tous les secrets du village trouvent finalement leur place.